Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes spécialistes, je vais continuer à les appeler comme ça, toujours pas vérifié. Donc les cartes spécialistes de la boîte La Cité engloutie, et aujourd'hui, on en a deux, comme pour toutes. Alors la vidéo d'hier, je crois qu'elle a fini par faire à peu près 39 minutes, pour seulement deux cartes. Donc je vais rester sur deux cartes par vidéo. Voilà. Donc première carte, curieux, une compétence de niveau 1 qui a un icône libre, trait inné. Deck assistant miskatonique ou érudit uniquement. Si ce test de compétence est réussi, l'investigateur qui effectue le test a le droit de réussir avec une différence de jusqu'à 2 en plus ou en moins, pour un minimum de 0. Donc on a une carte compétence. On a une carte compétence qui dit si tu réussis ce test, tu peux moduler de combien tu réussis. Sachant que ça doit te faire réussir au moins de 0. Et premier commentaire, eh bien, quelqu'un qui demande est-ce que cette carte tout simplement ne marche pas. Et il y a des commentaires. Voilà, il y a une discussion. Et bon, je vais évacuer ça tout de suite et ensuite je parlerai de la carte comme si elle marchait. Eh bien, quand on regarde, en fait, ce qui est mentionné, c'est que à l'étape 5 d'un test de compétence, on détermine la valeur modifiée de compétence. Donc, valeur de base, plus bonus passif, plus bonus des compétences, plus bonus qu'on se donne, par exemple avec les talents, plus le bonus du pion KO ou moins le malus du pion KO, ça donne la valeur de compétence modifiée. Et ensuite, on détermine si on a réussi. Or, cette carte-là te dit, une fois que tu as déterminé que tu as réussi, c'est-à-dire une fois que tu es ici, tu modifies de combien tu as réussi. Sauf que c'est ici qu'on détermine combien tu as. Voilà, de mémoire, c'est ça qui est indiqué. J'avais préparé cette vidéo il y a un certain temps. Voilà, alors je sais pas si FFG fera une clarification. Encore une fois, moi je pars du principe que les concepteurs voulaient qu'elle marche, donc je vais commenter comme s'il n'y avait pas de problème de timing entre les différentes séquences du test. Ok. Donc voilà, une carte compétence qui module de combien on réussit son test, si on l'a réussi. Première chose à mentionner, la carte a le trait inné, récursion avec véritable survivant. Deuxième chose, cette carte-là permet de réussir avec jusqu'à 2 en plus ou en moins. Sachant qu'après modification, ça doit être minimum 0. Donc vous avez votre degré normal de réussite, vous pouvez dire finalement je réussis de ça moins 1, ou de ça moins 2, ou de ça plus 1, ou de ça plus 2, mais ça moins 2, ça doit pas être plus bas que 0. Alors ça fait penser tout de suite à Manœuvre audacieuse, un événement, truand, niveau 0 qui coûte 0, rapide à jouer quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Avantage de manœuvre audacieuse, on l'a en main, on ne le joue que lorsqu'on en a besoin. Curieux, il faut l'attribuer à un test sans savoir si on en aura besoin ou pas. Et pour rappel, manœuvre audacieuse, il y a une version de niveau 2 qui donne un plus 3. Voilà. Ça fait aussi penser au cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est un tarot de niveau 3, le tarot de niveau 3 des truands. Réaction, quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez plus 1 votre valeur de compétence pour ce test. Vous avez le droit de défausser le cavalier d'épée pour gagner plus 3 à la place. Et puis, la réaction des tarots classiques. Donc le cavalier d'épée, il n'y a pas besoin de l'incliner ou de faire quoi que ce soit. Donc on peut se donner plus 1 à chaque test réussi. Je suis en train de me demander s'il y a vraiment une grosse différence entre ça et la compétence sur le problème du timing. Bon. Toujours est-il que voilà, le cavalier d'épée, ça vous booste tous vos tests réussis. Et pourquoi on veut booster ces tests qu'on a déjà réussis ? Eh ben le classique cas des cartes qui ont un effet qui se déclenche si on réussit de X ou plus, ou alors qui a un effet pour chaque point de réussite.
Et évidemment, c'est un truc qui concerne plus particulièrement les truands. On peut mentionner le fusil de chasse, voilà. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point de réussite, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5. En cas d'échec qui devrait infliger les dégâts à un autre investigateur, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque point manquant, d'un minimum de 1 jusqu'à un maximum de 5. Donc vous attaquez avec le fusil de chasse, vous attribuez curieux, et si vous deviez réussir de X et donc infliger X dégâts, avec un minimum de 1, et ben, alors déjà curieux vous a mis un plus 1, donc vous a aidé à réussir de X, plutôt que de réussir de X moins 1, mais en plus vous pouvez dire, bah non, je ne réussis pas de X, mais je réussis de X plus 2, donc vous augmentez vos dégâts de 2, par rapport à ce que vous auriez infligé si vous n'aviez pas modulé le degré de réussite, et si vous n'aviez pas attribué la carte compétence, encore une fois, vous auriez infligé X moins 1, donc vous augmentez de 2 ou de 3, selon comment on voit les choses, le nombre de dégâts infligés. On va toujours sur les dégâts à coups vicieux de niveau 2. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât, plus de dégâts à la place en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Donc si on combine, si on attribue coup vicieux de niveau 2 à une attaque du fusil de chasse et qu'on attribue aussi curieux, eh bien, mettons par exemple que on réussit de 1, le droit de réussir avec une différence jusqu'à 2 en plus, on dit au lieu de réussir de 1, je réussis de 3. Donc fusil de chasse, on n'inflige pas 1 dégât parce qu'on a réussi de 1, mais 3 dégâts. Coup vicieux, on n'inflige pas plus 1 dégât parce qu'on a réussi, mais plus 2 dégâts. Donc on passe de 2 dégâts à 5 dégâts en une attaque. Voilà. Maîtrise, au lieu de piocher une carte, on en pioche 2. Voilà. Ah oui, une carte que j'aimais bien jouer avant, que j'ai plus joué depuis longtemps, les glyphes archaïques étudiés, qui ont le sous-titre Pierre d'orientation. Une carte qui a 3 charges. Action, dépenser une charge, enquêter. Découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Et avec curieux, vous augmentez votre degré de réussite de 2, ça vous fait un indice en plus. Voilà. Autre exemple de carte chercheur, les mémoires macabres. Utilisation 4 secrets, action, dépenser un secret, enquêter. Vous gagnez plus en intelligence pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de piocher une carte. Et voilà, vous n'avez réussi que de 0 ou de 1, grâce à votre compétence, vous réussissez de 2 et vous piochez une carte. Et contrairement à manœuvre audacieuse, cette carte-là ne vous dit pas vous avez plus 2 à votre réussite, c'est vous modulez votre réussite. Encore une fois, au lieu de dire je réussis de X, vous dites je réussis de X-2 ou X-1 ou X, vous n'êtes pas obligé de modifier, ou X plus 1 ou X plus 4. Donc vous pouvez choisir parmi jusqu'à 5 valeurs de réussite. Jusqu'à, parce que vous ne pouvez pas descendre en dessous d'une réussite de 0. Donc si X égale 1, vous avez accès à 4 valeurs de réussite. Si X égale 0, vous avez accès à 3 valeurs de réussite. Et ça, c'est intéressant pour les chercheurs qui ont des cartes qui demandent la réussite avec un degré précis. Vous faites une enquête avec matériel de chimie, vous attribuez curieux, vous réussissez de 3, vous dites non, je passe mon degré de réussite à 4, du coup j'ai un indice supplémentaire. Voilà. Et évidemment, je vais le rementionner, les cartes truands, voilà, qui demandent de réussir de X ou plus, il y en a un paquet. Alors comme pour toutes les cartes de spécialistes, on va voir qui y a accès et pour qui c'est le plus intéressant. Ça concerne essentiellement les chercheurs, parce que très miskatonique et érudit, voilà. Essentiellement les chercheurs, donc encore une fois, les chercheurs, ça les intéresse s'ils font un deck avec une mécanique, je veux réussir d'une valeur précise.
Kate Winthrop, alors elle, elle a déjà, alors c'est le stabilisateur de flux, voilà, elle a une carte signature qui permet d'augmenter de 2 sa valeur de compétence, donc elle a une mécanique pour réussir en excès, donc si elle réussit en excès, il est possible de lui faire un deck où on veut réussir de 2 ou de 4 avec le matériel de chimie, réussir de 2 pour se soigner les horreurs avec d'une main sûre, et réussir de 4 avec Antikythera pour piocher des cartes. Donc ça justifie la présence de curieux pour pas dire mince j'ai trop réussi, non, si j'ai trop réussi je baisse le degré de réussite, voilà. Lucius, il veut quand il s'échappe réussir de 2 ou plus, donc ça peut être intéressant, je fais une tentative d'évasion, j'attribue ma compétence, et grâce à ça je sais que si je réussis d'au moins 2. Bon évidemment si je rate mon test de compétence, il est raté, hein. Lucius, comme il a accès aux cartes truand jusqu'au niveau 2, il a accès à un certain nombre de cartes qui lui donnent un bonus quand il réussit généralement de 2 ou plus. On va citer bien évidemment comment s'appelle déjà vol à la tire, voilà, vol à la tire de niveau 2. Lucius va faire des évasions. Il fait une tentative d'évasion, il attribue cette carte, il réussit de 1, il passe à une réussite de 2. Comme il a échappé avec une différence de 2 ou plus, il a un indice, et comme il a échappé à un ennemi avec une différence de 2 ou plus, avec vol à la tire de niveau 2, il a une carte et une ressource. Voilà. Et puis s'il a l'étui à cigarette porte-bonheur, le réussir de 2 lui fait piocher une carte. Voilà. Donc il fiabilise sa mécanique principale. Mintifan, son grand truc, c'est d'attribuer des cartes compétences et d'en augmenter l'efficacité. Elle peut mettre dans son deck Totem Macabre qui va rajouter une occurrence à une icône de compétence de la carte. Donc, que je retrouve, voilà. Curieux se retrouve avec un deuxième icône libre. Sa compétence, elle peut rajouter un troisième icône libre. Et je mentionnais la carte tout à l'heure, Glyphe archaïque. Découvre un indice supplémentaire dans votre jeu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Et voilà, vous mettez, comme je le faisais dans mes decks Mintifan à une époque, sur ce test-là, on met 2-3 compétences. On se met à, 6 au-dessus de la difficulté du test, 8 au-dessus de la difficulté du test, et on espère réussir de 4 ou de 6 pour avoir plus 2 ou plus 3 indices supplémentaires. En plus, éventuellement, de son déduction de niveau 2. Voilà. Donc ça peut être... surtout que maintenant on a la carte compétence analyse, qui fait que quand on attribue analyse, on est quasiment sûr de ne pas piocher l'échec automatique, donc on a moins peur de cumuler les cartes compétences, et à 3 reprises dans une partie, voilà, grosse enquête pour vider un lieu en une seule action. Hank Thompson, il n'a pas forcément l'utilité de la variation de résultats, mais par contre, c'est un survivant, il a accès à véritable survivant pour récupérer la carte. Et je suis en train de réfléchir. Ouais, faudrait regarder s'il y a des cartes innées ou esprit qui encouragent à varier le degré de réussite. Rita Yang, elle, son truc, c'est l'évasion. Elle veut échapper à un ennemi pour lui faire soit un dégât automatique, soit se déplacer. Voilà, bon. Et elle a accès aux cartes qui ont le trait ruse jusqu'au niveau 3, dont... parmi les cartes ruses, il y a beaucoup de cartes truands,
dont les cartes truands qui donnent un bonus si les événements truands qui donnent un bonus si on réussit d'un certain seuil. Coup bas, vous combattez, vous ajoutez votre agilité. Alors ça, j'ai pris la version niveau 2. Si vous réussissez de 1 ou plus, vous échappez automatiquement à l'ennemi attaqué, ce qui déclenche le bonus de Rita. Et si vous réussissez avec une différence de 3 ou plus, vous renvoyez coup bas dans votre main à la fin de votre tour. Voilà, donc curieux, ça augmente vos chances de... encore une fois, si vous ratez, vous ratez. Si vous ratez avec la compétence, vous auriez raté sans la compétence, et ok. Le fait de moduler ne sert à rien vu que vous avez raté, vous ne pouvez moduler que si vous devriez réussir. Mais sinon, passer d'une réussite de 0 à une réussite de 2 vous garantit l'évasion automatique. Et si vous aviez réussi de 1, vous passez de 1 à 3 et vous avez la récursion. Même principe pour forcer l'entrée, qui en cas de réussite vous permet de trouver un indice, vu que c'est une enquête. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, évasion automatique, bonus de Rita. Si vous réussissez 3 ou plus, la carte vous remonte en main. Sachant que Rita de base a 2 en intelligence, une carte qui à répétition lui permet d'enquêter avec une valeur de compétence de 7, c'est très intéressant. Se faufiler, c'est de l'évasion, et si on réussit assez, on peut... l'ennemi ne se redresse pas, et en plus la carte remonte en main. Et Rita Yang a accès à véritable survivant pour récupérer la compétence dans sa main. Bon, par contre, coup bas ça coûte 2, forcer l'entrée ça coûte 2, se faufiler ça coûte 2, véritable survivant ça coûte 3. Il faudra trouver les cartes pour avoir les ressources. Voilà. Deuxième carte de la vidéo, marcher vers l'horizon. Un soutien de niveau 2 qui coûte 2, deck vagabond, chasseur ou voyageur uniquement, limite de 1 par investigateur, capacité gratuite. Lors de votre tour, défaussez une carte de votre main et inclinez marcher vers l'horizon. Se déplacer, déplacez-vous vers un lieu connexe. Une carte qui, sans dépenser d'action, permet de se déplacer. Évidemment, on pense à Éclaireur. Éclaireur qui est de niveau 1 mais qui coûte 2 XP si on joue avec la liste des tabous. Qui coûte 3, qui est en chercheur. Et Éclaireur a comme limitation qu'il ne faut pas être engagé. Marcher vers l'horizon, vous pouvez être engagé. Et comme ce n'est pas une action, mais une capacité gratuite, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Voilà, ça peut être intéressant dans certains cas de se déplacer avec ses ennemis. Une carte qui permet de se déplacer, et notamment qui permet de se déplacer en s'affranchissant des attaques d'opportunité, ça fait penser à un certain, pack qu'ont les chercheurs, qui leur permet de faire des decks je me déplace, je déplace mes ennemis, je déplace mes indices. Là on peut mentionner les chaussures de randonnée. Niveau 1, coûte 2, limite de 1 paire de chaussures par investigateur, vous gagnez plus en agilité. Réaction, après que le dernier indice de votre lieu a été découvert, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe ayant au moins un indice ou vers un lieu connexe non révélé. Bon si on cumule les deux, ça peut donner... que je dise pas de bêtises. Si on cumule les deux, vous trouvez le dernier indice de votre lieu. Vous trouvez le dernier indice de votre lieu. Les chaussures de randonnée vous font vous déplacer. Et ensuite, avec marcher vers l'horizon, vous vous redéplacez. Voilà. Genet Beauregard, carte de niveau 3, coûte 5 XP sur la dernière version de la liste des tabous. Vous avez plus 1 en intelligence et plus en agilité, ok, et réaction. Lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Genet Beauregard, déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu, ou vice versa. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous utilisez marcher vers l'horizon, pas d'attaque d'opportunité. Vous déclenchez Genet Beauregard. Comme vous vous êtes déplacé, vous l'inclinez et vous déplacez l'ennemi avec lequel vous êtes
engagé vers le lieu que vous venez de quitter. Donc marcher vers l'horizon plus je n'ai beau regard, c'est en action rapide, je change de lieu et je laisse derrière moi mon ennemi. S'il n'est pas chasseur, vous en occupez plus. Voilà. Ah oui. Cette carte-là vous demande de défausser des cartes de votre main. Et ben dans ce cycle, encore une fois, les survivants ont plein de cartes qui interagissent avec la défausse. Donc cette carte-là, dans un deck de survivants, défausser une carte de la main, c'est pas un problème, surtout si dans votre deck vous avez les événements tactiques improvisés, armes improvisées, barrières improvisées ou faire avec les moyens du bord. Vous les piochez, vous les gardez dans votre main parce que dans votre main ils sont moins intéressants. Dès que vous voulez vous déplacer, vous les défaussez. Et ensuite ils sont... la première fois que vous les jouez, c'est directement depuis votre défausse. Voilà. Ah oui, j'ai failli oublier. Donc les survivants, le coût de défausser une carte n'est pas un problème pas pour tous les decks survivants, mais pour beaucoup de decks survivants. C'est facile de faire un deck survivant qui joue avec sa défausse. Et dans les autres classes, pour défausser à répétition des cartes de sa main, il faut avoir beaucoup de pioches. Bien évidemment, c'est plus facile chez les chercheurs. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui. Se déplacer sans dépenser d'action, c'est toujours intéressant. C'est du gain d'action. Et bien évidemment, ça va être particulièrement intéressant dans les scénarios qui nécessitent beaucoup de déplacements, comme par exemple le serment indicible. Si vous regardez mes vidéos de partie, alors je pense qu'à ce stade-là, la vidéo a été diffusée il y a, 2 semaines, à peu près, 15 jours. Ouais. Le serment indicible, on est dans l'asile d'Arkham, il faut se déplacer, pas tarder, sinon la fin du scénario se passe mal. Gagner un déplacement par tour, ou économiser une action par tour, selon comment on voit les choses, ça a une valeur importante. Alors, ça fait partie des cartes pour lesquelles j'ai mis un commentaire, voilà, sur qui a le plus intérêt à utiliser cette carte-là. Alors, qui y a accès ? Pas mal de monde. Vagabond ou chasseur ou voyageur, ça représente donc 22 moins les 4 doublons. Ça représente à peu près 20 investigateurs différents. Je vais pas faire le commentaire pour chacun, mais seulement pour ceux pour lesquels c'est le plus intéressant selon moi. Marion Tavares. Marion Tavares, sa réaction, après que vous avez joué un événement lors de votre tour, piochez une carte, ensuite vous avez le droit de jouer un événement différent, limite d'une fois par round. On va avoir tendance à lui faire un deck plein d'événements, et à chaque tour, en jouant un événement, elle pioche une carte. Donc elle alimente sa main en cartes qu'elle peut défausser. Et, alors, c'est un choix à faire, mais on peut choisir le trait improvisé pour avoir accès aux cartes improvisées jusqu'au niveau 2. Et voilà, comme je mentionnais tout à l'heure, arme improvisée niveau 0 ou niveau 2, barrière improvisée et faire avec les moyens du bord. Donc elle a la pioche et en plus elle peut mettre dans son deck des cartes qu'elle veut défausser. Zoé Samaras. Zoé Samaras, sa carte signature c'est la croix de Zoé. Réaction, après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi. Donc elle a des dégâts automatiques en devenant engagée avec les ennemis. En solo, a priori tous les ennemis... chaque fois que vous piochez un ennemi, vous devenez engagé avec. En duo, statistiquement, 1 sur 2 est engagé avec l'autre investigateur. En trio, statistiquement, il n'y a qu'une fois sur 3 que vous êtes engagé avec. Et si vous voulez avoir à réussir moins de tests pour les blessés et limiter le nombre d'attaques, vous allez de temps en temps choisir d'engager un ennemi. Par exemple, un ennemi à 3 points de vie,
Vous l'engagez, grâce à la croix vous lui faites un dégât, et maintenant il vous suffit d'une attaque à 2 dégâts pour le vaincre. Mais l'engagement, généralement ça coûte une action. Si vous jouez en trio, il y a en plus l'action pour le déplacement. Et là, ça vous intéresse de vous... Voilà, marcher vers l'horizon va vous épargner certaines actions de déplacement. Autre remarque, sa carte faiblesse personnelle. Révélation, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez, châtiez le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcé, quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, Zoé Samaras subit un traumatisme mental. Un ennemi est généré dans le lieu le plus éloigné de vous et vous voulez le vaincre avant la fin du scénario. Si cet ennemi est chasseur, il va venir vers vous et vous n'aurez probablement pas... Enfin, ça dépend de la taille du plateau, de la zone de jeu, ça dépend du nombre de rounds restants, mais bon, il va se rapprocher. Mais s'il n'est pas chasseur, potentiellement, vous allez avoir à dépenser beaucoup d'actions pour aller le combattre et puis rejoindre le groupe. Minimum 2, une action pour y aller, une action pour revenir, mais s'il est à 3 lieux de distance, c'est 3 actions pour y aller, 3 actions pour en revenir. Avec marcher vers l'horizon, vous économisez une action à l'aller, puis une action retour, en partant du principe que vous ne faites pas l'aller et le retour dans le même tour. Voilà, si vous acceptez de vous éloigner de votre groupe un petit peu, round N, vous allez vers lui, round N+1, vous entrez dans son lieu, vous le combattez, round N+2, vous revenez, et bon, ça peut vous faire économiser pas mal d'actions. Et puis on peut mentionner comme ça en passant que Zoé Samaras a accès au chien de garde de niveau 2, qui en capacité gratuite permet d'engager un ennemi dans le lieu et de se faire attaquer par cet ennemi. Et la réaction du chien de garde, c'est toujours, comme pour la version de niveau 0, quand une attaque ennemie inflige des dégâts, mais également des horreurs, avec cette version-là, vous infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Donc, je suis en train de réfléchir, vu que vous cumulez marcher vers l'horizon et le chien de garde, vous économisez les actions pour aller vers les ennemis, que ce soit l'ennemi sur lequel est attaché votre faiblesse perso ou d'autres, et vous économisez sur l'engagement. Voilà. Ursula Dons, alors j'avais mentionné Ah oui, et dernière petite remarque, Zoé Samaras, elle peut choisir jusqu'à 5 cartes de niveau 0 hors classe, donc elle peut prendre les cartes survivantes improvisées qu'elle veut avoir dans sa défausse. Ursula Dons, dans ma critique de la carte, je l'avais mentionné, Ursula Dons veut se déplacer fréquemment. Voilà sa réaction. Après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par round. C'est-à-dire que de base, si vous avez aucune carte en jeu, Ursula Dons, elle vous dit, une fois que tu as dépensé, parce que bon, si vous n'avez pas d'effet autre, il faut dépenser des actions pour se déplacer, donc de base, c'est après que tu as dépensé une action pour te déplacer, tu as une action d'enquête gratuite. Voilà. Et alors, il y a toujours l'avantage de s'être déplacé. Par exemple, si on doit aboutir à un lieu, on veut aller vers ce lieu, donc on veut se déplacer, et on va avoir tendance... je couperai là. On veut se déplacer, et Ursula Dons vous donne une enquête gratuite. Donc imaginons que c'est un scénario où on part du point A pour aller au point B, puis il faut aller du point B au point A. On joue en solo. En jouant en solo, il y a 2 indices par lieu. Et à l'aller, on se déplace d'un lieu par tour. Et à chaque déplacement, on a une enquête gratuite pour prendre un indice. Si on rate, on dépense une enquête pour enquêter dans le lieu. Tour suivant, on change de lieu. Pareil, enquête gratuite. Et au retour, on essaie de vider les lieux. Voilà. À noter que sa carte signature, Jake Williams,
La première action, se déplacer ou enquêter que vous effectuez à chaque tour, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Réaction, après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Jake Williams, piochez une carte. Donc, avec sa carte signature, Ursula Dons, ce qu'elle peut faire, c'est dire je suis engagé avec un ennemi, que j'ai pioché pendant la phase du mythe, je me déplace, pas d'attaque d'opportunité, ma réaction me fait faire une enquête, pas d'attaque d'opportunité vu que j'ai pas dépensé d'action. Enfin, ce n'est pas une action, hein. Voilà. Alors, si tout se passe bien, j'ai un indice, et maintenant il me reste 2 actions pour me débarrasser de cet ennemi. Et puis, round suivant, ennemi ou pas ennemi, je me déplace, enquête gratuite, etc., etc. Alors, comme quelqu'un me le mentionne, oui, Ursula Dons avait déjà accès à éclaireur, mais elle peut cumuler éclaireur et marcher vers l'horizon pour se déplacer encore plus vite. Alors pourquoi se déplacer de 2 ? Pourquoi se déplacer de 2 alors qu'elle par round, alors qu'elle n'a qu'une action qui était bonus ? Peut-être qu'à un moment donné, les lieux avec les indices sont séparés de 2 lieux de distance. Donc vous partez du lieu A, vous allez dans le lieu B, il n'y a pas d'indice. Vous allez du lieu B dans le lieu C, il y a un indice, là vous tirez avantage de sa réaction. Voilà. Alors, les survivants, encore une fois, si on construit leur deck comme ça, ils ont intérêt à défausser des cartes. Calvin Wright, pour qu'il soit efficace, on veut qu'il soit blessé, mais évidemment, quand il est très blessé, il est très efficace, mais très fragile. Et à un moment donné, on se rend compte que il peut plus survivre au scénario, et il faut qu'il se barre. Je pense que généralement, quand on fait un deck Calvin Wright, on met dans son deck « Je fiche le camp ». Voilà, carte gratuite, à jouer uniquement s'il y a une carte scénario avec une capacité abandon en jeu. Abandon, vous fichez le camp d'ici. Donc je fiche le camp, c'est bien parce que vous dites « Je peux abandonner de n'importe où sans avoir à me déplacer ». Mais si vous avez un scénario dans lequel il n'y a pas d'effet d'abandon, vous ne pouvez pas utiliser je fiche le camp pour abandonner à distance, mais s'il y a un effet du style si tous les investigateurs survivants sont dans le lieu machin avancé, et que c'est la dernière carte du deck acte, vous voulez foncer le plus vite possible vers ce lieu. D'où l'intérêt d'avoir un déplacement supplémentaire. Et lui, pour le coup, Calvin Wright, les cartes qu'il voudra défausser, ça sera peut-être plutôt... alors, je l'ai pas là, mais je l'avais mentionné, voilà la carte bouclier, je crois que ça s'appelle bouclier improvisé. Bon, je l'ai pas montré. Enfin bref, des cartes, la carte qu'on peut jouer depuis sa défausse et qui donne qui a des points de vie. Il y a aussi une carte qui a des points de santé mentale, voilà. Une carte qu'on joue de sa défausse pour se donner de l'encaissement pendant un certain temps. Wendy Adams, il me semble que je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. Elle a comme carte signature l'amulette. L'amulette permet de jouer la carte événement la plus proche du sommet de la pile de la défausse, comme si elle était dans sa main. Donc Wendy Adams, elle veut se déplacer, elle le fait sans dépenser d'action, et elle en profite, elle doit défausser une carte, tant qu'à faire, elle défausse le prochain événement qu'elle voudra jouer. Voilà. Alors Alessandra Zorzi, je me souviens plus trop pourquoi je l'avais mise là, mais sa carte signature, en 3 exemplaires, c'est séduire. Ça coûte 2, c'est rapide, ça doit être attaché à un ennemi non élite dans son lieu. Et ensuite, séduire permet de faire des évasions basiques ou des enquêtes basiques comme action discussion, ou tout simplement de déplacer un ennemi vers un lieu connexe révélé. Alors, donc elle a cette carte-là qui pour une action permet de déplacer un ennemi, et elle a accès à cette carte-là qui pour 0 action lui permet de se déplacer. Alors, marcher vers l'horizon, ça lui permet de se déplacer vers n'importe où. Séduire, ça permet de déplacer un ennemi vers un lieu révélé.
Donc voilà, ça permet d'encore plus manipuler les ennemis, d'avoir encore... Enfin, elle a droit à une action bonus pour la discussion, donc séduire, elle peut l'utiliser avec cette action bonus, et elle a un déplacement bonus. Donc elle peut plus facilement garder ces 3 actions standards pour ce qu'elle veut faire, et tout en se déplaçant et en déplaçant les ennemis. Voilà, pour mettre l'ennemi non chasseur dans le lieu dans lequel elle veut enquêter, pour éloigner l'ennemi chasseur qui est engagé avec elle et ensuite se déplacer plus vite pour qu'il ne la rattrape pas, etc., etc. Voilà, ça permet de plus facilement mettre les ennemis là où on veut qu'ils soient et de se mettre là où on veut être. Montrer Jack, pareil, je le mentionnais dans ma critique de la carte Marcher vers l'horizon. Montrer Jack, réaction à la fin de votre tour, si vous êtes dans un lieu éloigné de une connexion par rapport au lieu où vous avez débuté ce round, soit vous gagnez une ressource, soit vous piochez une carte. Si vous êtes éloigné de 2 connexions ou plus, faites les 2 à la place. Idéalement, pour profiter au maximum de cette réaction, on voudrait à chaque tour, c'est pas forcément pendant le tour, on voudrait que chaque round, entre le début du round et la fin de son tour, on se soit éloigné de 2 connexions du lieu dans lequel on a commencé le round. Marcher vers l'horizon, ça fournit un de ces 2 déplacements sans dépenser d'action. Et éclaireur peut fournir le 2e déplacement. Alors évidemment, 2 copies d'éclaireur pourraient fournir les 2 déplacements. Voilà. Mais comment dire, on augmente ses chances d'avoir l'effet maximum sans dépenser d'action. Et donc il y a une certaine analogie entre la réaction de Montrer Jack et la réaction d'Ursula Downs. C'est pour profiter au maximum de son investigateur, on veut se déplacer à chaque tour. Et Tony Morgan, c'est un petit peu comme Zoé Samaras, il a en faiblesse perso la proie de Tony. Sa génération, c'est le lieu le plus éloigné de Tony Morgan, et elle est distante. Quand elle entre en jeu, on met une fatalité sur elle et une ressource en tant que prime. Donc on a un ennemi qu'on génère loin de soi, qui a une fatalité sur lui, donc il peut faire perdre un round, mais aller le chercher, ça fait perdre des actions. Et grâce à Marcher vers l'horizon, on économise les actions pour aller vers lui. Donc on va essayer d'aller chercher ses ennemis assez rapidement, mais sans se détourner de sa mission principale. Mais avec Marcher vers l'horizon, soit par exemple on va s'économiser plusieurs actions en allant vers lui, soit une ou 2 actions en allant vers lui, 1 ou 2 actions en revenant. Voilà. Donc une carte qui aide à gérer la faiblesse perso tout en faisant gagner des actions de déplacement. Voilà. Et donc le petit bilan curieux, c'est une très bonne carte qui... l'effet est très bon, vous modulez votre réussite. C'est intéressant si vous voulez réussir d'un degré précis, dans un deck chercheur. C'est intéressant si vous avez des cartes qui vous demandent de réussir de 2 ou plus, voire de 3 ou plus, et dans des cas très rares qui disent tu as un effet de valeur X, où X est le degré de réussite. Inconvénient par rapport à une carte comme manœuvre audacieuse, c'est qu'il faut l'attribuer sans savoir si on va en avoir besoin. Par contre, la carte a le trait inné, donc si vous avez accès à Véritable Survivant, ça remonte en main. Voilà, donc pour qui c'est idéal? Eh bien, tiens, je suis en train de penser à un truc. Pour la récursion,
j'ai pas mentionné que Minty-Fan, si elle a la chance de piocher le signe des anciens quand elle attribue la carte compétence, elle pourra la renvoyer dans sa main à la fin du test. Et voilà. Donc cette carte-là, je vais y arriver. Dans quel deck on la met? Soit dans un deck chercheur ou truand qui veut absolument pouvoir moduler le degré de réussite et qui s'en fout d'avoir un usage unique de la carte, soit dans un deck de survivants qui veut le degré de réussite et qui veut aussi pouvoir récupérer la carte en main grâce à véritable survivant. Et ça va notamment toucher Rita Yang, qui va utiliser Curieux pour se garantir d'avoir en bonus son évasion automatique, et également la remontée en main de l'événement, et voilà, véritable survivant chaque fois qu'elle a assez de ressources pour la récursion. Marcher vers l'horizon, sans dépenser d'action, on se déplace. Par contre, il faut défausser une carte de sa main. Défausser une carte de sa main, c'est pas dur quand on pioche beaucoup, par exemple si on est chercheur. Et défausser une carte de sa main, c'est un gain quand on est survivant. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Le déplacement sans dépenser d'action, c'est toujours intéressant. Donc tout deck qui y a accès pourra envisager de prendre ça, mais c'est particulièrement intéressant pour un deck qui veut très fréquemment se déplacer, soit parce qu'il a un bonus associé au déplacement, ça c'est Ursula Dons et Montré Jack, soit parce qu'il a une faiblesse perso qui lui demande le déplacement. Zoé Samaras, qui doit aller chercher son ennemi, Tony Morgan qui doit aller chercher son ennemi, voilà. Ouais. Donc marcher vers l'horizon, j'aime vraiment beaucoup, Curieux, oui, sympathique. C'est tout pour cette vidéo, et donc demain, si je me trompe pas, demain, ou peut-être ce soir, selon le temps que j'ai pour le montage. En tout cas, prochaine vidéo, Sutra interdit et Walter Fitzpatrick. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.